Bonjour, aujourd'hui nous parlons de la thyroïde et pour ceux qui rejoignent cette chaîne et qui parfois viennent, voilà, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés, puis ils voient un contenu qui est nouveau et puis ils se disent mais il lui manque une case en fait à Charles. Et donc c'est pas des spéculations que je fais dans ma cave avec les rats en fait, et notamment cette vidéo. Mais aujourd'hui encore, voilà, ça va venir de deux scientifiques, un docteur allemand, le docteur Bernd Rieger, voilà, qui donc avec la rigueur allemande, qui nous a fait ça, qui consulte 1000 patients par an depuis des années, et puis la pharmacienne, donc PhD, docteur en pharmacie, Isabella Wentz, qui elle aussi consulte beaucoup de monde pour la thyroïde. Donc c'est pas un délire que j'ai fait avec les rats qui sont dans ma cave, mais c'est quelque chose qui est appuyé par des milliers de cas. Donc s'il vous plaît, avant de mettre des commentaires négatifs, mettez-les, ça vous fait vraiment plaisir, ça vous libère. Si votre patron était méchant aujourd'hui, ça ne me dérange pas tant que ça. Mais ce serait quand même un peu plus constructif et un peu plus adulte qu'avant de mettre un commentaire négatif, vous regardiez, souvent je mets des biographies dans les vidéos. C'est pas des choses, c'est des choses en fait souvent qui ont un fond scientifique, même si la façon dont je le présente peut paraître ésotérique. Voilà, donc merci, et en tout cas à tous, bienvenue, et faisons-nous plaisir avec cette histoire de thyroïde. Alors la thyroïde, eh bien, notamment la thyroïde dite d'Hashimoto, donc hypothyroïdie, problème de thyroïde qu'ont quantité de femmes dans quantité de pays, ce serait de l'ordre de 10%, voire 20% même des femmes. Ça touche beaucoup plus les femmes, là aussi les statistiques sont un petit peu différentes, mais disons au moins 4 fois plus les femmes, c'est pas 10 fois plus les femmes. Si c'est pas, d'après Bernd Rieger, lui en tout cas, sur 1000 patients par an, il n'a que 5 hommes, donc 99,5% d'hommes dans ses consultations. Mais voilà, donc une maladie féminine, une maladie qui touche en tout cas des millions de Françaises, et des millions de femmes et aussi des centaines, des millions d'hommes aussi, mais en moindre quantité, dans le monde. Alors, cette maladie est problématique puisque la thyroïde est une glande dont les hormones circulent dans l'ensemble de notre corps et donc peut affecter, peut avoir un lien avec la glande surrénale, avec la fatigue du coup, avec la capacité à s'endormir ou au contraire à se réveiller, peut avoir un lien avec les hormones sexuelles, donc peut jouer sur la libido, peut jouer sur la digestion, enfin il y a des corrélations avec l'ensemble du corps, voilà, corrélations qui sont complexes et qu'on va regarder dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le détail un petit peu de la symbolique, ce qui est quand même ce qui nous intéresse sur cette chaîne, eh bien nous allons parler de cas pratiques, voilà, de cas qui sont reportés donc, notamment par le médecin Bernd Rieger. Donc, je suis désolé, c'est en allemand, donc c'est relativement illisible pour la plupart d'entre nous, mais en termes de décodage biologique de la thyroïde, ce livre est en or, il y a beaucoup de chapitres passionnants. Il nous parle des gens qu'il rencontre en consultation tous les jours, il nous parle un petit peu de médecine ayurvédique, il nous parle aussi des hormones thyroïdiennes, il nous parle de faut-il se faire enlever ou non la thyroïde, et il aborde en fait quantité de sujets, mais toujours sous un angle psychologique. Donc, alors que Isabella Wentz, qui est l'autre référence que je vous recommande vraiment pour cette vidéo, est le pendant, on va dire un peu plus matérialiste, mais quand même sous un angle naturopathique, puisqu'elle est pharmacienne de formation. Et donc elle va plus nous parler de protocole de retour à la santé, et son livre s'appelle Hashimoto's Protocol, donc le protocole Hashimoto, qui je ne crois pas non plus soit traduit en français, un peu de bruit ici. Voilà, donc deux références, et puis vous pouvez regarder aussi la vidéo, donc la naturopathique également, mais plus simple et beaucoup moins complète que ce que propose Isabella Wentz, qui a d'ailleurs aussi une chaîne YouTube, donc si vous parlez anglais, ou même avec la traduction, en faisant attention que des fois c'est pas toujours bien traduit, mais elle a une chaîne YouTube, Isabella Wentz, dans laquelle elle parle de comment vous pouvez remettre en santé votre thyroïde à travers, notamment à travers des compléments alimentaires. Et donc aussi, en français cette fois-ci, les vidéos même on pourrait dire, de Thierry Casasnovas, qui pour lui, il relie plus les problèmes de thyroïde au stress. Pour moi, c'est de l'ordre de peut-être 10% de l'ensemble de la solution, 20% maximum, donc ces vidéos de Thierry Casasnovas sont intéressantes, mais pour moi, elles ne vont pas vous donner
ça bricole. Ces vidéos Thierry ne va sûrement pas vous donner l'intégralité du décodage de cette maladie, mais néanmoins, elle valent la peine d'être regardée. Alors, on rentre donc dans les cas, comme je vous l'ai indiqué un peu plus tôt. Alors, le cas typique, d'après Bernd Rieger, eh bien, c'est une femme, donc ça commence avec la puberté, donc on va dire tendanciellement entre 14 et 18 ans commencent les problèmes de thyroïde chez les femmes, et puis on va avoir un pic qui va être entre 30 et 50 ans, où vraiment là, c'est le cœur de la crise, et puis vers 50 ans, il va noter un tournant chez ces patientes, où finalement, voilà, la vie professionnelle, j'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos de ça, mais voilà, les personnes deviennent plus flegmatiques, c'est pas les termes qu'ils utilisent, mais voilà, les enfants sont grands, professionnellement ça commence à rouler, puis quels que soient les problèmes qu'on a eus, on commence à les relativiser. On rentre dans une forme de sagesse passé 50 ans qu'on n'a pas entre 30 et 50 ans dans le cœur de la vie, et on prend les choses beaucoup plus à cœur. Voilà, donc la patiente typique de Bernd Rieger est une femme donc entre 30 et 50 ans et qui se sent bloquée, en fait, qui se sent dans une incapacité de créer la vie qu'elle voudrait, qui se sent dans l'incapacité de s'exprimer. Ça peut être, il donne le cas d'une belle-mère qui prendrait la place, parce qu'il y a, semble-t-il, ce cas-là souvent dans ces patientes de filles qui vivent chez leur mère, et la mère en fait prend le rôle de la mère auprès des enfants, et donc la patiente est un peu rabaissée à un rôle enfantin, donc prépubère on pourrait dire. Et donc cette partie créative, cette partie adulte, ne trouve pas le cadre pour s'exprimer dans sa famille. Cette femme de 30 à 50 ans dont parle Bernd Rieger peut aussi être dans l'ennui en fait, dans sa famille, et sentir que c'est pas très créatif en fait. Elle doit s'occuper des enfants, les travailler, s'occuper des enfants, les travailler. Et souvent il y a cette tentation en fait de faire éclater le foyer familial pour aller vivre une aventure en dehors du mariage en fait, et pour retrouver la vie qui ne coule plus. Et Bernd Rieger indique que souvent pour ces patientes, eh bien, c'est ce conflit entre cette volonté de vie qui s'exprimerait de plusieurs façons, mais souvent les gens, je suppose, par manque de créativité, veulent le vivre par une aventure amoureuse, et l'impossibilité sociale, eh bien, par fidélité pour la famille et par respect pour la stabilité qu'on veut pour ses enfants. Et donc l'interprétation qu'il fait de ce cas assez typique spécifiquement, eh bien, c'est que la thyroïde va mettre l'organisme un petit peu en hibernation. Enfin, c'est plus Isabelle Wenz qui parle d'hibernation, mais disons va ralentir et va rendre la personne moins attractive. Va calmer aussi l'aspect de libido, va calmer l'aspect passionnel et va aider cette personne qui lutte en fait avec un quotidien assez monotone, eh bien, à être moins dans sa part animale, parce que les hormones, donc on va produire moins de T4 puis de T3, et globalement il va y avoir un ralentissement émotionnel, un ralentissement glandulaire, un ralentissement de l'organisme qui va rendre la personne moins attractive, avec éventuellement moins de cheveux, avec éventuellement plus de poids. Et donc, cette personne va être amenée à sa partie plus rationnelle et à se dire, bon, bah, c'est pas fun tous les jours, mais finalement, ça fait quand même sens que je prenne soin de mes enfants et que je garde mon foyer, puisque c'est ma création, en fait. Et si je détruis ma création familiale, eh bien, je détruis aussi ma glande créative, ma thyroïde, ce petit papillon que représente Bernd Rieger sur la couverture de son livre, ou c'est peut-être l'éditeur, parce que c'est une glande qui est en forme de papillon, ce papillon qui, dans le symbolisme de la vie, eh bien, représente l'âme qui s'est libérée de la chenille, en fait, qui par le cocon s'est transformé et devient créatif, voilà, c'est un artiste, le papillon avec ses ailes toujours incroyablement colorées dans des milliers de variétés. Et voilà, donc ça c'est un cas possible et typique. Maintenant, il y a certainement des hommes qui vont peut-être se trouver un petit peu frustrés à regarder cette vidéo, puisque à présent on n'a parlé que de femmes. Eh bien, donc il y a quand même quelques hommes chaque année qui consultent Bernd Rieger, et pour donner un exemple,
de ces hommes qui le consultent. Un exemple qui serait typique, ce serait un homme artiste dans l'âme, mais qui lui aussi a une famille, et qui donc est chef d'entreprise. Et il doit s'occuper de son entreprise, ce qui l'ennuie un peu, alors que fondamentalement, lui, voudrait être artiste. Et donc, à nouveau, il y a ce conflit intérieur entre une vie créative et la vie du devoir. Et donc, ce monsieur développe une thyroïdite d'Hashimoto. Globalement, Bernd Rieger va noter une résolution donc, avec l'âge, avec la sagesse, avec le détachement qui se fait, en général après 50 ans. Mais également, il va noter que les personnes qui ont un chemin de vie clair, qui savent où elles vont aller, qui le savent le plus tôt possible, qui n'attendent pas 30, 40 ans pour se demander « mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Mais ces personnes qui sont en possession de leur capacité à créer leur vie, eh bien, ou qui développent cette capacité, eh bien, vont résoudre ou vont éviter la thyroïdite d'Hashimoto. Donc là, l'aspect de création, évidemment, qui est lié à la gorge. Par la gorge, eh bien, nous créons, par nos mots, nous créons notre réalité. C'est cette idée des accords Toltec que si votre parole est parfaite, c'est-à-dire respectueuse, mesurée, bienveillante, constructive, eh bien, vous allez créer aussi une vie positive. Donc nous créons notre vie par la parole et c'est ce que représente ce papillon de la glande thyroïdienne. Et ce petit papillon de la glande thyroïdienne, il n'est pas situé au milieu du cou. Le cou représente notre création, c'est le taureau en astrologie, le cou. Et donc il est situé plutôt à la base, c'est-à-dire plus au niveau de la cage thoracique, qui, par son aspect, quant à elle, de coffre, représente quelque chose de plus concrétisé. Donc on est dans l'ordre de la créativité, mais une créativité qui va vers la concrétisation. Si on a des problèmes de larynx, ça va être vraiment purement l'expression de soi. Et avec la thyroïde, on est plus dans quelque chose de l'ordre de concrétiser ce qu'on est venu faire, suivre et réaliser son projet de vie. Pour vous donner un autre exemple, et désolé pour le bruit, mais bon, voilà, l'inspiration est là, donc je fais la vidéo. Un autre exemple, c'est celui d'Isabella Wentz. Donc Isabella Wentz, c'est intéressant, il y a plusieurs éléments, il y a beaucoup de choses qui vont nous amener à parler de beaucoup d'aspects de cette thyroïdite d'Hashimoto. Et voilà, je le fais très spontanément, et du coup, vous découvrez en fait cette problématique et sa symbolique à travers ces exemples, et finalement, c'est peut-être le plus parlant et le plus imagé. Donc Isabella Wentz est une Américaine d'origine polonaise, et donc elle naît aux alentours de la catastrophe de Tchernobyl, enfin, pas d'un point de vue de la chronologie, pas juste à côté, puisqu'elle est polonaise. Ce qui a pu contribuer, on va le voir, les facteurs de pollution est énorme quant à l'apparition d'un point de vue physique de la maladie d'Hashimoto. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'elle donne, parce qu'il y a quand même 10% dans le livre d'Isabella Wentz, Hashimoto's Protocol, de données psychologiques sur le stress, comme chez Thierry Casasnovas, et puis un petit peu aussi, on va le voir sur d'autres aspects. Le deuxième aspect biographique que nous révèle Isabella Wentz sur sa propre thyroïdite d'Hashimoto, eh bien, c'est qu'à l'âge de 20 ans, il me semble, elle perd son compagnon. Donc elle est très amoureuse d'un homme, cet homme meurt brusquement. Et c'est un choc psychologique énorme. Donc ça, j'avais déjà entendu d'autres cas, mais en fait, un choc, la disparition d'un proche peut causer bien, l'apparition de la thyroïdite d'Hashimoto, ce qui rejoint un autre cas de figure qui serait le ralentissement. Parce qu'il y a eu un choc et on a besoin de digérer les choses. Et donc, ce n'est pas qu'on va détruire la thyroïde parce qu'elle peut se reconstruire. Un Bernd Rieger prescrit à ses patients des ultrasons pour voir exactement en quel état est la thyroïde. Et souvent, bien après 50 ans, ils voient une thyroïde qui, légèrement cabossée, mais c'est reconstruite en fait. Donc la thyroïde, c'est pas un organe, vous voyez, comme notre main, si on se coupe un doigt, mais il est coupé, c'est fini. Mais c'est plus un organe, un petit peu comme le foie aussi, qui peut, ou l'estomac, qui a cette capacité de changer de volume en fonction de l'activité. Donc un organe qui
qui exprime une certaine vitalité, qui exprime une adaptation à l'environnement, même et y compris donc dans sa capacité à changer de taille en fonction des besoins du moment. Et donc, mon interprétation, là c'est la mienne, c'est que des fois, quand il y a un choc psychologique intense, eh bien les personnes vont simplement se mettre au ralenti, vont aller moins vers l'extérieur, il va y avoir moins d'élan pour aller vers l'extérieur, pour comprendre le pourquoi, le comment, et qu'est-ce qu'elles en font dans leur vie, du choc émotionnel qu'elles ont vécu. Donc ça, c'est le deuxième élément, donc après la pollution. La pollution environnementale, par exemple, les enfants qui ont vécu dans la région de Tchernobyl, pour le coup, donc en Ukraine même, avaient pour 90% la thyroïde d'Hashimoto, la thyroïdite d'Hashimoto. Donc c'est gigantesque, c'est-à-dire s'il y a une pollution majeure, et bien là aussi l'organisme dit stop, on ne va pas faire une humanité de mutants, je mets ces personnes en quarantaine, si ça guérit, je reconstruirai la thyroïde, mais pour l'instant je vais les rendre pas trop attractifs, ils vont perdre leurs cheveux, ils vont prendre du poids, et on ne va pas créer une humanité de personnes transgéniques ou je ne sais quoi. Donc attention à la pollution, évidemment, si vous avez ces problèmes-là. Pollution, que ce soit dans les produits ménagers, que ce soit dans l'alimentation, manger bio, bien sûr, particulièrement, il y a des listes de produits plus ou moins dangereux en bio et pas bio. Et puis, dans la salle de bain. Donc là, c'est le troisième point dont parle Isabella Wentz dans son livre passionnant sur le protocole Hashimoto. Troisième point qu'elle évoque dans sa propre biographie et dans son propre développement de la thyroïdite d'Hashimoto, eh bien, elle dit mon gloss m'a empoisonné. My gloss poisoned me. Oh my god. Et donc voilà, il y a des tas de produits extrêmement toxiques, en fait, même s'ils sont autorisés, dans les cosmétiques. Et pour elle, je ne vois pas vraiment son explication, je vais vous donner la mienne et celle de Bernd Rieger juste après. Mais elle dit que l'une des raisons pour laquelle il y a beaucoup plus de femmes qui développent Hashimoto, eh bien c'est parce que les femmes utilisent beaucoup plus de produits chimiques et qu'elles s'empoisonnent beaucoup plus. Donc c'est vrai sur un plan physique, je l'entends, mais disons c'est pas... En termes de cause, pour moi c'est une cause moindre que la cause réelle. Et j'en parle plus tard de ce pourquoi la maladie d'Hashimoto est une maladie de femmes, chose constatée évidemment par tout le monde. Voilà, on n'est pas dans une vidéo d'amateur du tout, mais dans une vidéo qui parle de science, mais qui en parle d'un point de vue spirituel. Donc, continuons. Et elle donne en fait un quatrième point, donc là qui pour le coup va rejoindre Thierry Casasnovas, sur le déclenchement de sa thyroïdite, Isabella Wentz. Et ce quatrième point, eh bien, c'est le stress. Elle était toujours super aux petits soins pour ses patients. Elle travaillait tout le temps, toujours aux petits soins pour son chéri, etc. Et finalement, ce stress eh bien, a déréglé son système. Et elle a constaté, voilà, si elle avait eu guérison de sa thyroïdite d'Hashimoto, puis elle avait repris le stress, parce qu'il y avait des milliers de patients, en fait. Comme je vous disais, elle a fait des études sur des milliers de personnes, elle a une page Facebook où elle a fait des sondages, etc. Et donc voilà, c'était un moment énormément de travail, et sa thyroïdite a repris sous l'effet du stress. Donc l'effet du stress est constaté, d'après ses propres statistiques, chez 90% des personnes, le stress aggrave ou est la cause de la thyroïdite d'Hashimoto. On pourrait faire cette causalité, c'est-à-dire stress implique mauvaise d'un point de vue physique, physiologique, stress implique pas les bonnes hormones pour digérer, on va produire de l'adrénaline, cortisol, et on va pas être en détente, mais on va être en mode fuite ou combat, et donc peu d'énergie disponible pour la digestion, mauvaise digestion, endommagement de l'intestin, perméabilité intestinale, molécules, protéines précisément, qui passent là où elles ne devraient pas passer, c'est-à-dire dans le sang, puis dans éventuellement cerveau, éventuellement les différents tissus, différents organes. Ces molécules donc de gluten, ces molécules éventuellement aussi de produits laitiers, ces molécules éventuellement de soja principalement, mais ça peut aller au-delà, ça peut être même les pommes de terre, ça peut être les noix, ça peut être... Enfin, la liste est dans le livre d'Isabella Wentz, de ces choses qui peuvent finalement, par habitude, eh bien, passer la barrière intestinale. Et donc voilà, stress, mauvaise digestion, protéines qui se baladent dans le corps, réaction du système immunitaire qui veut éliminer ces agents dangereux, en fait, qui ne sont pas à leur place,
Et, pas de chance, la thyroïde aurait des similitudes avec ces protéines et donc destruction auto-immune de la thyroïde. Donc ça, c'est l'explication, disons, scientifique assez de base à laquelle je n'adhère qu'à moitié, même s'il y a sûrement du vrai dedans. C'était donc pour vous présenter ce cas de Isabella Vance. Et puis le cinquième aspect qu'elle évoque dans son livre, et qui pour moi est le plus vrai et le plus profond, eh bien, elle explique que avant sa thyroïdite, elle était pharmacienne. Et bon, elle était bien avec ses patients, c'était une bonne pharmacienne, mais finalement, ce n'était pas son chemin. Et par les recherches qu'elle a faites, par le partage sur YouTube, sur Facebook, qu'elle a eu de ses découvertes naturopathiques, et je vais y revenir sur ces découvertes naturopathiques dans le fil de cette vidéo, eh bien, elle a trouvé sa voie, elle a trouvé son chemin de vie, et elle le dit à un moment dans son livre, c'est aussi ça qui l'a fait guérir, de trouver son chemin. Donc ça, on a cette confirmation, donc de ce point de vue, dans ce cinquième facteur, on voit que c'est multifactoriel et complexe, eh bien, elle rejoint donc notre docteur allemand. Laissez-moi maintenant, donc on a vu différents cas, au moins 3 ou 4, on pourrait dire, typiques de cette maladie d'Hashimoto, et je voudrais maintenant plonger plus dans l'aspect symbolique des choses. Donc on a dit évidemment le coup, la création, le papillon, l'âme qui s'exprime ou qui ne s'exprime pas. Et puis, en m'aidant du livre d'Isabella Vance, où elle dit, voilà, il va falloir reconstituer un certain nombre d'organes qui soutiennent ou ne soutiennent pas eh bien, la digestion, puisque d'un point de vue scientifique, on a affaire à une maladie auto-immune, c'est-à-dire une maladie où le corps commence à se combattre lui-même. Eh bien, cette maladie auto-immune est, d'un point de vue scientifique, c'est prouvé, dans 100% des cas liée à une porosité intestinale. Les maladies auto-immunes sont multiples, mais dans tous les cas, elles sont liées à une malabsorption des protéines, et même donc à une mauvaise dégradation des protéines, et puis à leur passage dans l'organisme, là où elles ne devraient pas être. Et donc, pour Isabella Vance, il s'agit de rétablir ce fonctionnement digestif à travers trois organes qu'elle va cibler par des protocoles de repos, de modification des habitudes et de compléments alimentaires. Le premier protocole que propose Isabella Vance, eh bien, ce protocole, c'est un protocole pour le foie. Parce que si le foie fait bien son travail, eh bien, c'est clair que non seulement la digestion va être meilleure, puisque le foie joue dans la digestion, mais en plus, eh bien, le foie est responsable, peut-être le principal, en tout cas, l'un des principaux, c'est sûr que la respiration, il y a pour beaucoup, même si on y fait beaucoup moins attention, parce que les poumons en général fonctionnent, mais respirer correctement élimine beaucoup de toxines, quantité de toxines, quantité d'acide, quantité de stress, quantité de pensées toxiques même on pourrait dire, mais quoi qu'il en soit, pour Isabella Vance, première chose à améliorer pour rétablir votre thyroïde, eh bien c'est le foie. Et donc elle propose des choses aussi simples que du jus de citron dans de l'eau chaude, éventuellement du magnésium, il faut trouver la forme qui vous correspond le plus. Éventuellement elle propose du sélénium, tout ça en assez fort dosage. Des vitamines B, il me semble, elle propose aussi. Voilà, mais le foie, c'est avoir la foi en soi, d'un point de vue symbolique. C'est est-ce que je crois que je peux réaliser des choses ou est-ce que je n'y crois plus? Est-ce que je me sens, comme l'indique Bernd Rieger, dans une impasse, en fait, dans ma vie? Voilà, j'ai 2 enfants, je passe ma vie à m'occuper d'eux, j'ai un travail, c'est ennuyeux, et waouh, c'est chaud pour moi. Donc il y a cette impression d'impasse, de ne plus avoir la foi dans notre capacité à créer ce qu'on voudrait créer, d'un point de vue symbolique. Le deuxième organe que Isabella Vance, et comme ça je vous propose à la fois des remédiations psychologiques et physiologiques, le deuxième organe que Isabella Vance propose de récupérer, de reconstituer, de régénérer, eh bien là, assez proche de Thierry Casasnovas, ce sont les glandes surrénales. Donc ces glandes surrénales, eh bien, c'est les glandes qui sont en dessous des reins, comme le nom l'indique, et qui sont responsables eh bien, de notre courage, de notre capacité à passer à l'action et de la gestion de notre niveau de stress. Donc c'est bien qu'on ait du stress par moment, mais voilà, ce qui se passe souvent dans la société telle qu'elle existe, c'est qu'il y a des patrons
et des gens qui veulent plus d'argent, globalement, ou plus de résultats, ou plus de gloire, ou plus de je ne sais quoi, qui mettent la pression sur leurs subordonnés, ou des gens qui se la mettent toutes seules d'ailleurs, hein, ou une combinaison des deux. Et voilà, globalement, on se retrouve à travailler plus que ce qu'on devrait. Et il y a une fatigue, il y a un stress continu qui fait qu'on ne digère pas bien. Et donc, Isabella Vance dit, mais quittez ce genre de situation. Enfin, tous les gens sensés d'ailleurs, hein, vous recommandent de quitter ces personnes toxiques qui vont vous détruire, et qui vont vous stresser à longueur d'année, et pour qui vous n'allez jamais être assez bon. Quittez ce genre de personnes, même si c'est douloureux, même si vous perdez votre job, même si ça représente un grand changement dans votre vie, mais ne restez pas avec ces personnes toxiques qui ne voient toujours que le petit truc qui ne va pas et qui vont vous pourrir la vie. Mais plus généralement, voilà, là, ce qu'elle propose, c'est de la détente. Ça, c'est un rajout que je faisais sur les personnes toxiques, mais ça me semble être très lié. Hein. Si vous êtes entouré de personnes paisibles et bienveillantes, eh bien, vous allez vous sentir bien. Si vous êtes entouré de personnes qui passent leur temps à vous mettre des petits commentaires négatifs sur tout ce qui ne peut pas aller, et c'est pas pour dire que ces choses vont bien, mais ma foi, il vaut quand même mieux se concentrer sur ce qui va. Eh bien voilà, il va falloir se détendre. Deuxième aspect, eh bien c'est cet aspect de courage. Hein. Si vous manquez de courage pour réaliser en fait ce que vous savez intérieurement, intuitivement être votre chemin de vie, hein, donc si par conséquent vos glandes surrénales sont en dysfonctionnement ou en surcharge chronique, on pourrait dire, eh bien vous n'allez pas pouvoir réaliser votre potentiel créatif pour cette vie. Et puis, Isabella Vance propose un troisième protocole. Donc, le premier dure 2 semaines, je crois. Celui sur les glandes surrénales dure 3 semaines. Et puis, elle propose un troisième protocole, il me semble un peu plus long, si je me souviens, de 4 semaines, qui est un protocole de régénération de l'intestin. Voilà. Et donc là, on va être... c'est intéressant d'ailleurs l'ordre qu'elle choisit, mais on va être dans la concrétisation. L'intestin, c'est quelque chose d'assez terrestre, assez sombre. Et dans lequel on va assimiler finalement les choses, ou ne pas les assimiler d'ailleurs. Mais c'est ça, est-ce que j'arrive à me nourrir en fait de mon environnement pour créer ma vie? Ou est-ce que finalement les matériaux dont je dispose, parce que les gens mangent assez aujourd'hui, eh bien je ne les utilise pas et je les laisse m'auto-détruire en fait. Hein. Et donc il y a ce sabotage dans la maladie d'Hashimoto, hein, qui dit maladie auto-immune, dit auto-sabotage, hein, auto-immune, auto-sabotage, autodestruction. Hein. On n'est pas à l'écoute en fait, et on n'arrive pas, on ne trouve pas le courage, on ne trouve pas la foi, la confiance en soi pour réaliser ce qui serait constructif. Et donc, c'est comme s'il y avait ces matériaux de construction qui arrivaient jour après jour. Les protéines sont là finalement pour construire nos muscles, et vous voyez que j'en ai beaucoup. et donc voilà, au lieu de les utiliser pour construire, on les laisse s'accumuler, ou même pire que ça, on se crée un bunker, au lieu de se construire simplement une maison accueillante et conviviale, de construire quelque chose qui serait partageable avec les autres. On est réfugié dans un bunker. Voilà, donc ça c'était les 3 étapes, ça me faisait plaisir de vous les partager, du protocole d'Isabella Vance. Et puis, pour terminer cette vidéo, un petit peu comme je le fais souvent, et je sais que certains sont fans de cet aspect plus spirituel, et d'autres peuvent arrêter la vidéo là. Je ne suis pas là pour vous bousculer dans vos convictions. Ce serait sympa d'ailleurs de respecter les convictions des autres sans forcément mettre des commentaires négatifs quand on n'est pas d'accord. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je termine par un conte qui me semble illustrer plusieurs aspects, pas tous les aspects, mais plusieurs aspects. C'est un conte qu'on peut trouver ici, Giambattista Basile, mais qui est le conte plus connu, voilà, qui est un conte de Grimm, conte Walt Disney, conte de Perrault, qui est une princesse. Et cette princesse, les fées lui font ce pronostic assez terrible, qu'elle rencontrera une matière assez insignifiante. Ça nous rappelle ce que je viens de dire avant, et que cette matière assez insignifiante, petite, qui peut être une fibre de lin, ou qui peut être la quenouille pour filer, quand elle la rencontrera, elle s'endormira,
Et bon, la chose se passe, hein, comme ça c'est souvent le cas dans les contes, et ce n'est que bien plus tard qu'un roi ou un prince, dans la version de Giambattista Basile, c'est un roi, dans la version Disney, c'est un prince, et ce prince est amoureux d'elle, et par cet amour, en fait, s'opère le réveil. Il y a cet aspect masculin qui arrive, cet aspect de courage, un petit peu comme les surrénales dont on parlait, qui va permettre à cet aspect féminin et créatif, par des enfants, dans la version de Giambattista Basile, donc dans une création. Hein, le soleil et la lune, même il s'appelle dans ce conte, que la princesse qui était endormie, qui était au ralenti, hein, voilà, elle attendait un petit peu la fin de l'hiver, comme on l'a évoqué dans les possibilités d'interprétation, donc des possibilités plus de biologie évolutive, mais avec un aspect psychologique aussi, de s'endormir quand il y a trop de pollution autour de soi, trop de stress, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, donc il y a un shutdown, mise en veille, en attendant que les choses soient digérées, ou en attendant qu'on ait créé plus de solidité, plus de force. Hein. Passé 50 ans, on va trouver cette stabilité intérieure, cette connaissance de soi, cette identité qui permet d'être soi-même, d'assumer sa différence, quelle qu'elle soit. Et donc, oui, c'est tout simplement La Belle au bois dormant, on le connaît sous ce nom-là, ce conte, qui raconte comment une hypersensibilité, parce que c'est un peu délirant finalement, cette fibre de lin dans la version italienne, ou cette quenouille, donc cette pique en fait qui permet de filer les choses, donc de construire un peu, d'organiser ses pensées à venir, donc éventuellement ça peut rejoindre un petit peu le sens précédent. Mais quoi qu'il en soit, une hypersensibilité par rapport à quelque chose qui semblerait mineur et qui pourrait être simplement la peur, voilà, du rejet, la peur de l'opinion des autres, qui risque de nous piquer, qui est quelque chose en soi relativement inexistant, mais qu'on va rendre gigantesque au point de s'endormir jusqu'à ce que le prince, le roi, le courage, l'esprit, l'intuition puisse s'exprimer à nouveau, et que ce petit papillon qui était tout, hein, qui était un petit peu en fait, il y a cette image de cocon aussi, hein, on pourrait dire dans la thyroïdite d'Hashimoto, voilà, je m'isole finalement, je vais pas capter tant de choses que ça, je vais avoir peut-être moins de cheveux, je vais me gonfler un petit peu souvent, vous voyez que ça semble pas être mon cas, mais je vais me gonfler un petit peu, j'ai fait un cocon autour de moi pour me protéger. Et le temps venu, le printemps revenu, ou simplement le soleil revenu, eh bien je vais déployer ces ailes de ma thyroïde et de ma créativité. Et oui, il y a un point, je ne voudrais pas vous frustrer, je l'évoquais plus tôt, et Bernd Trigger en parle, et je trouve que c'est très juste. Comme selon moi l'intégralité du livre, hein, je n'ai pas tout évoqué, mais il va parler aussi un petit peu d'Ayurveda, je ne peux pas tout faire dans le cadre d'une seule vidéo, mais quoi qu'il en soit, il y a cette explication en fait de pourquoi est-ce que c'est une maladie féminine, donc au-delà des cosmétiques, qui me semble être une réelle explication, et ça m'amène à une autre digression, hein, j'enchaîne un petit peu comme ça dans cette vidéo, mais que la pollution physique que nous vivons, donc encore une fois, 90% des enfants qui ont vécu dans cette zone dévastée par la catastrophe nucléaire ont eu la thyroïde d'Hashimoto. Et puis, puisque je suis dans les données scientifiques et les digressions, vous pouvez aussi créer une digression, et ça j'y arrive bien, mais vous pouvez aussi créer les symptômes d'une thyroïdite d'Hashimoto chez des rats très facilement. Et l'expérience que je n'aime pas trop, mais qui consiste à ça puisqu'elle existe, consiste, vous prenez un rat, et de façon répétitive, vous allez le mettre dans la cage d'autres couples de rats. Et donc, les rats étant pas spécialement sympathiques, généralement vont le rejeter. Et vous faites ça de façon répétitive. Et le rat, qui s'est fait rejeter, agresser plusieurs fois, va lui aussi développer un manque, une diminution drastique de ses hormones thyroïdiennes, donc T4, T3. Et voilà, c'est comme s'il avait Hashimoto, c'est-à-dire qu'une personne à qui vous donnez l'impuissance acquise, hein, donc on revient à la symbolique du foie et des voies sans issue, va développer Hashimoto, c'est-à-dire il se met en veille. Mais ce que je voulais dire, oui, par rapport à la pollution, eh bien, c'est que, et toujours dans cette explication sur pourquoi c'est plus les femmes et donc les cosmétiques, la pollution, c'est une pollution psychique également. C'est-à-dire que
Encore une fois, faites attention à ces personnes toxiques dans votre entourage. Il y en a, c'est pas que les gens soient méchants, hein, réellement pas. Les gens sont bienveillants. Je vois des personnes qui veulent aider, des personnes qui veulent faire des belles choses, des personnes, mais souvent de façon très inconsciente, eh bien, ces personnes toxiques ne réalisent pas en fait qu'elles mettent la pression aux autres, qu'elles veulent que les autres soient parfaits, qu'elles stressent les autres, qu'elles sont stressées, qu'elles ont besoin d'une image d'elles incroyable, etc., etc. Donc faites vraiment attention à ça. C'est ce genre de pollution psychique, en fait, qui va vous amener aussi dans votre environnement à mettre des peintures toxiques ou à mettre un gloss qui va vous tuer. Bon, il y a 1000 produits toxiques, malheureusement, qui existent dans le commerce. Donc pensez à aérer votre maison, ne serait-ce que ça. Ça m'arrive souvent en tant que personne qui va chez les autres assez régulièrement, dans des personnes, voilà, différentes familles. Je rentre et il y a une odeur de produits, c'est pas une odeur, humaine, mais c'est vraiment une odeur de la peinture, de la moquette, du lino, du canapé, etc. Et cette odeur, en fait, moi qui ai l'odorat assez fin, je sens qu'elle est pas bonne, en fait. Et donc c'est important quasiment, en fait, on a beau faire un peu attention à ce qu'on achète, il y a toujours des meubles avec des produits, un revêtement chimique, plastique, ci, ça, qui fait qu'il faut toujours avoir, à mon sens, hein, sauf quand il fait très froid et que la ventilation va apporter vraiment quantité d'aération, il faut toujours avoir une fenêtre entrouverte, même si possible au travail. En général, quand je rentre quelque part, je me rends compte que la qualité de l'air est mauvaise. Disons, 3 fois sur 4, on va dire. Donc veillez à ça, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à changer. Et ce que je voulais dire donc, par rapport au fait que ce soit féminin, eh bien oui, on est dans cette symbolique ici du coup, on est dans cette symbolique du taureau, cette symbolique vénusienne qui est renforcée par le fait que la molécule, par exemple la molécule T4, je vous l'affiche si j'y pense au montage, mais sinon vous la regarderez, la molécule T4, eh bien, c'est quoi? C'est de l'iode organique, c'est de l'iode qui s'est assimilé par l'organisme. Il y a un iode là, et donc c'est de l'iode qui se balade, et l'iode, eh bien, on le trouve notamment, bien sûr, dans les algues, dans la mer. Et donc on est à nouveau c'est un peu comme la Vénus qui sort de l'eau, vous savez, de Botticelli, dans quelque chose de vénusien, dans cet aspect de la thyroïde. Et donc il ne s'agit pas de manger moins d'iode, on lit ça des fois, évidemment si vous en mangez des kilos c'est bizarre, mais en fait si vous n'avez pas d'iode, techniquement parlant, vous ne pourrez même pas fabriquer ces molécules telles que je vous l'ai affichées, puisqu'il y a des atomes d'iode dedans, donc si vous n'avez pas d'iode, c'est même pas la peine d'y penser en fait. Donc vous avez besoin d'iode, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'en prendre des quantités, mais simplement d'en prendre régulièrement. Et le sel brut en fait, eh bien le sel raffiné, je ne pense pas que ce soit une bonne idée ce sel raffiné, mais bref. Pour revenir à l'aspect vénusien, vous voyez, une femme a besoin en fait de ce caractère d'expression de soi. C'est l'expression de Bernd Rieger par rapport à l'aspect féminin de cette maladie. Un homme qui n'a pas cette expression de soi, cette expression, disons, à coloration émotionnelle, pas strictement émotionnelle, mais elle est à coloration émotionnelle, et à coloration communicative, hein, très nettement, eh bien, chez un homme, c'est relativement plus normal, parce que l'homme est plus intellectuel, plus renfermé, plus individuel dans son fonctionnement. Mais une femme qui cesse d'exprimer, qui cesse de communiquer, eh bien, va être plus en manque d'elle-même qu'un homme. Ça, c'est une partie de l'explication que donne Bernd Rieger. Je ne suis que partiellement d'accord. Je crois aussi sincèrement que pourquoi il y a plus de femmes qui ont Hashimoto, eh bien, c'est parce que les femmes sont plus enfermées dans un rôle social limitant. Et je ne vais pas faire du féminisme à bon marché, mais ça me semble encore relativement vrai aujourd'hui que tendanciellement, évidemment, ça dépend des couples, des pays, des situations et d'un milliard de choses, mais globalement, et ça se justifie d'un point de vue biologique, et donc c'est là qu'apparaît la nuance, mais globalement, en tout cas, on va avoir plus de femmes qui se retrouvent enfermées dans un rôle familial ennuyeux et étouffant d'un point de vue de l'âme. Et je crois que c'est aussi pour ça que, par exemple, si on regarde les statistiques de divorce, je ne sais plus si c'est 2/3 ou 3/4 des femmes qui demandent le divorce, mais ça veut dire que les femmes, globalement, sont plus malheureuses dans leur vie familiale.
Comme l'indiquait Bernd Trigger, c'est vraiment beaucoup pour ça qu'on vient le consulter. Hein. Donc des femmes qui s'ennuient en fait. Et donc, si vous êtes un homme et que vous voulez que votre femme ne développe pas cette maladie d'Hashimoto, simplement si vous tenez à votre couple et à votre famille, c'est important, je pense, de veiller à cet épanouissement. Comment concilier en fait l'aspect évidemment financier, matériel d'une famille, l'aspect logistique avec un aspect créatif. Et je crois que vraiment, si on n'y veille pas, nous en tant qu'hommes, c'est notre responsabilité c'est immensément difficile, hein, le couple est quelque chose de difficile, eh bien, à donner cet espace de créativité, pas juste un espace de devoir et de service à la famille, à nos femmes, et aux femmes dans la société, parce que là, par exemple, là, les pays du Nord sont beaucoup plus créatifs que nous dans ce domaine, eh bien voilà, on va se retrouver avec 10, peut-être même 20% de femmes qui sont dans cette souffrance intérieure intense entre 30 à 50 ans, ce qui m'amène à encore une remarque, mais toutes ces remarques, je l'espère, pourront aider des personnes. Faut-il se faire enlever la thyroïde? Je n'ai pas de conseils, évidemment, de l'ordre médical à donner dans cette vidéo, mais en tout cas, l'avis de Bernd Trigger, c'est que si c'est léger, en fait, c'est souvent une erreur. Parce que justement, on est dans une phase de vie, dans une phase psychologique, un petit peu de non-choix, un petit peu d'impasse donc, mais quand cette phase va passer, eh bien la patiente, dans le cas général, va retrouver sa thyroïde, qui va pouvoir déployer ses ailes, et donc on aura mutilé la personne inutilement. De la même façon, voilà, il est assez critique sur la complémentation en hormones thyroïdiennes. Isabella Wentz va la recommander, elle, plus dans disons dans les cas avancés, hein, comme un équilibre nécessaire. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Je n'ai pas d'avis absolu là-dessus. Ce qui est certain, c'est que plus vous allez résoudre les causes psychologiques dans un premier temps, et si vous n'y arrivez pas, ça me semble important, comme l'indiquent les différentes personnes dont je parle dans cette vidéo et qui me l'ont inspiré, eh bien de faire appel à des choses biologiques, à des choses physiques qui vont vous aider à réharmoniser, qui vont capter pour vous en fait des solutions qui existent dans l'univers et qui vont apporter ces influences dans votre corps. Donc c'est des solutions qui évidemment sur la forme sont physiques et qui à mon sens sont moins radicales que les solutions spirituelles ou psychologiques si vous y arrivez, mais qui néanmoins en fait vont avoir un contenu d'influence d'ordre spirituel, néanmoins comme tout est spirituel à vrai dire. Eh bien voilà, j'espère que ça vous aide, et n'hésitez pas à mettre des commentaires positifs cette fois-ci sur cette vidéo, et j'accueillerai avec plaisir tous les commentaires, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, à bientôt pour d'autres aventures. Merci.